Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la boutique Potemkin. Bienvenue pour ces rencontres que l'on fait régulièrement. Voilà, autour de sorties DVD de films. On accueille des réalisateurs. Et puis, parfois, on aime bien suivre aussi des thématiques et des choses qui sont mises en avant par un éditeur voilà, qui avait proposé déjà un DVD qui avait trouvé sa place à la boutique, La vie est à nous, Le temps des cerises. Donc c'est un vrai travail voilà, de découverte de ce cinéma-là, ces films-là, de cette période-là du Front populaire. Et ce soir, on est là pour parler du DVD Grand Soir et Beau Lendemain, toujours chez Ciné Archives, et qui va nous parler du cinéma de la Libération et de la guerre froide. Donc je présente les personnes qui vont parler, parce qu'on va parler, puis montrer un extrait, et puis voilà, essayer de vous donner envie d'en voir plus. Donc Marion Boulestro de Ciné Archives, Maxime Grambert de Ciné Archives également. Je ne vais pas me planter dans les noms. Pauline Gallinari, qui est historienne, spécialiste du cinéma communiste, c'est ça. Et Tanguy Perron, qui était venu pour parler aussi de Bruno Muel il y a quelques mois, historien du cinéma militant. Donc voilà, on alternera extrait et puis l'un après l'autre, voilà, la parole sera prise. Donc Marion, je te donne la parole pour que tu nous parles de ce coffret DVD que voilà, vous avez mis peut-être du temps, de l'amour, voilà, du travail, de la sueur. Voilà, parle-nous de tout ça. Merci. Oui, alors, c'est bon, ouais, ouais. Ok. Non, mais oui. C'est qu'on enregistre, c'est pour ça. Oui, il y a eu un petit problème tout à l'heure, donc on se contentera de l'avoir comme ça. Je vais peut-être vous dire un mot rapidement sur Ciné Archives pour que vous compreniez un peu d'où viennent ces films. Ciné Archives, c'est l'association qui conserve le fonds audiovisuel, cinématographique du mouvement ouvrier, c'est-à-dire les films produits ou distribués par les réseaux communistes, cégétistes, depuis les années 30. Et donc le coffret de l'année dernière, La vie est à nous, c'était notre première édition en tant qu'éditeur. Et c'était un travail d'anthologie sur la première période d'intense production cinématographique du Parti communiste et de la CGT, c'est-à-dire le Front populaire. Donc là, cette année, ce nouveau coffret, c'est vraiment la suite. C'est le deuxième temps fort de production de ces films militants, de cette filmographie méconnue. Donc, Grand Soir et Beau Lendemain, bon, il fallait trouver un titre qui arrive à résumer beaucoup de choses, puisque c'est une somme qui rassemble une vingtaine de films, donc produits entre 1945 et 1956, par les différentes sociétés de production dépendant du Parti communiste. Alors c'est très difficile à résumer, c'est pour ça qu'on a essayé de vous montrer, vous verrez lors de la séance des extraits assez différents qui vous montrent justement la grande diversité des films produits dans cette période, au gré des mutations politiques aussi du moment. Il y a une première période, 45-47, où les communistes participent au gouvernement, où là on est vraiment dans une phase aussi de célébration de la gloire acquise par les communistes pendant la résistance. Donc on a vraiment une première période qui est très à part, avec les grandes conquêtes sociales acquises pendant cette période, les grandes villes également conquises, les municipalités conquises par les communistes. Donc ça, c'est un premier volet très à part. Et ensuite, on rentre vraiment de plein pied dans la période de la guerre froide. Donc là, on verra ce soir pas mal d'extraits de cette période guerre froide. Et parmi les grands combats également menés à cette époque et qu'on retrouve dans ces films, il y a la lutte anticoloniale. Donc là, on a choisi un très court extrait parce que c'était vraiment très compliqué de le montrer sous forme d'extrait, mais on voulait quand même vous le faire découvrir. Donc c'est un extrait de Terre tunisienne dont Pauline pourra parler. Et enfin, il y a un dernier volet qui est centré sur les luttes sociales des différents métiers. Et donc là, ce sera un peu un tour de France à la fois des régions et des métiers. Donc on commencera par les travailleurs du cinéma en lutte en 1948 au moment des accords Bloom-Burns, mais ça, Tanguy pourra en parler beaucoup mieux que moi. On verra La Grande Lutte des mineurs, qui est peut-être un des films les plus connus de cette filmographie militante de cette période.
une réalisation collective longtemps attribuée à Louis Daquin. Enfin, là, on pourra aussi reparler de tout ça. Et oui, on terminera encore sur un dernier métier avec les pêcheurs bretons du Guilvinec avec mon ami Pierre. Mais bon, de tout ça, on pourra en reparler au fur et à mesure des extraits. On va faire sur trop des micros, Pauline, peut-être. Tanguy, je sais pas, si tu veux. On va voir Défense du cinéma français. Peut-être une introduction. Ah bah, comme c'est très bref, et puis moi j'aime bien plutôt commenter juste après, on peut remercier aussi parce que c'est à la fois un DVD mais aussi un livre, et il y a différents contributeurs, et il y en a deux qui sont ici, c'est Michel Pigenet et Roger Martelly, qui sont tous les deux historiens. Donc voilà, on a voulu que le DVD puisse permettre aux gens de juger sur pièce, parce que c'est une filmographie très, très vaste, comme l'a dit Marion, mais aussi on a voulu faire des textes d'historiens qui peuvent éclairer sous différents degrés ces différents films. Pour la défense du cinéma français, ce qui est intéressant, c'est que le milieu du cinéma est aussi un milieu professionnel après-guerre qui se défend, donc professionnellement certes, mais socialement et syndicalement. Et on peut dire qu'il s'est constitué, le milieu du cinéma, sous le Front populaire en tant que métier qui se structure dans une fédération du spectacle. Pas non sans mal, la guerre sur laquelle je ne viens pas va rebattre un peu les cartes, va asseoir une certaine hégémonie du Parti communiste au sein de la fédération du spectacle CGT, quoique cette fédération sera peu affectée par la scission avec Force ouvrière, et c'est une fédération toujours à part, puisque même aujourd'hui, par exemple, elle n'est pas à Montreuil, c'est la seule fédération de la CGT qui n'est pas à Montreuil, mais qui est sur Paris. Donc, et cette histoire quand même différenciée, et se commence à se dessiner sous le Front populaire et s'affirme nettement après-guerre autour de la résistance à l'envahissement du cinéma américain. Et en fait, c'est plutôt les métiers du cinéma, les professionnels du cinéma, les réalisateurs, les acteurs, mais pas que, qui vont alerter les syndicats et le Parti communiste, qui sont à cette époque-là des outils aux mains de professionnels, qui vont devenir des outils pour se défendre socialement contre le danger que le cinéma américain fait peser réellement sur le cinéma français, avec les accords Bloom-Burns. On dit les accords Bloom-Burns, mais en fait c'est qu'une annexe aux accords Bloom-Burns, c'est-à-dire que suite à la négociation, à la renégociation de la dette énorme de la France vis-à-vis des États-Unis pendant l'effort de guerre, une annexe vient tardivement en permettant au cinéma américain, qui a été contraint et restreint, qui n'a pas pu venir en France pendant la Seconde Guerre mondiale, de débarquer de manière massive. Et c'est vrai qu'à terme, c'était la mort programmée du cinéma français. Et ces milieux-là ont su se mobiliser syndicalement, politiquement, professionnellement. Ce qu'ils ont obtenu dans l'immédiat, c'est pas grand-chose, c'est simplement un peu plus de semaines accordées au cinéma français sur les écrans, parce qu'il y avait des quotas, mais aussi ils ont surtout établi les réalisateurs comme acteurs politiques de la politique administrative du cinéma français, qui se redéfinit complètement après-guerre. C'est-à-dire que il y a comment le CNC est créé en 1946, c'est une grande conquête qui est demandée, le Centre national de la cinématographie française. L'IDEC a été créé pendant la guerre, mais va devenir une pépinière d'enseignants et d'étudiants communistes à l'époque. Il y a la loi d'aide qui va être obtenue en 1948 pour contrebalancer les effets négatifs des accords Bloom-Burns. Il y a toute une politique administrative qui se fait, qui est arrachée, et là c'est extraordinaire, c'est que les spectateurs deviennent une masse politique agissante. C'est-à-dire, on les voit manifester. Et ils vont arracher justement donc ces accords qui sont toujours bénéfiques et qui expliquent en partie qu'il y a un cinéma français public qui vit de subsides publics encore aujourd'hui. Ce qui est complètement opposé à la loi du libre-échange, en fait. J'ai été un peu long. D'avance, nous vous disons merci. Voilà, alors... C'est à la fois un document très intéressant qu'on peut repasser lentement et s'amuser à identifier toutes les personnes qui apparaissent à l'écran. Là, je vous ai montré Willy Ronis. Il y a Charles Chézot qui dirigeait le secteur cinéma de la Fédération du spectacle à cette époque-là, avant d'être secrétaire général de la Fédération du spectacle. Il est devant. Et bien sûr, vous avez sans doute reconnu Jean Marais, Madeleine Sologne, Simone Signoret. Donc voilà, tous ces acteurs. Ces acteurs, d'ailleurs, ça prouve les mobilisations très diverses des milieux du cinéma, puisque la Fédération du spectacle avait un syndicat, mais aussi une fédération, mais il y avait un bureau V, un V comme vedette. Et c'est là qu'il y avait Jean Marais, Jean Gabin, et les vedettes se réunissaient ensemble et permettaient des médiateurs vers le grand public. Et cette manifestation
Elle est à la fois une réussite. Elle a d'abord été interdite en décembre 47, puisque c'était au moment des grèves de 47. Elle a fini par être autorisée en janvier 48, parce qu'un bureau cinéma s'est déconstitué au sein de l'IDEC, avec des personnalités extrêmement diverses. Mais l'ossature, ceux qui organisaient ça, c'était les syndiqués, les syndicalistes de la fédération du spectacle, en mettant les vedettes en avant. Mais on connaît énormément cette photo, qui est quasiment une photo totémique, c'est « Le cinéma français doit vivre » ou « Vive le cinéma français », avec Jean Marais qui est sous la pancarte, et Madeleine Sologne. Mais là, la focale s'élargit, on voit qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de manifestants, qui sont aussi des spectateurs venus aboutir leurs vedettes, et tous les ouvriers, tous les employés des studios qui sont extrêmement nombreux. Donc c'est une manifestation de masse, et c'est une réussite parce que ça réalise un peu le rêve caressé par le Parti communiste dans les années 20 et sous le Front populaire, c'est-à-dire organiser les spectateurs vraiment comme une force, pas seulement des spectateurs qui sont là pour applaudir, mais comme une masse agissante. D'ailleurs, c'est à eux qu'on s'adresse avec un regard caméra dans le premier film, et là vous avez vu, c'est des films qui étaient faits pour être diffusés dans les salles de cinéma de quartier, puisque c'est c'est pour le comité des cinéastes du 18e arrondissement. Enfin, le 18e, c'est peut-être pas un hasard, parce que c'est là qu'il y a les studios Franqueur, où il y a eu l'IDEC et où il y a la FEMIS maintenant, mais effectivement, il s'appuie sur un art populaire et sur tous les connexions d'un art populaire pour s'adresser aux masses. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir, de sentir cette époque-là où la force du Parti communiste était pour les partis de France, et il y avait quelque chose les idées passaient, et il y avait des réalités dans la rue, quoi. C'était pas seulement quand on voit cette foule-là, moi je ne connaissais pas du tout cette période-là du cinéma, et qu'il y avait qu'il y a eu un vrai retentissement et une vraie transmission à ce niveau-là, quoi. Des idées, des choses en action, des comédiens, de comédiens aussi qui étaient engagés, quoi. C'est ça qui était, Et quel que soit leur itinéraire par la suite, et Marion et Maxime ont eu l'excellente idée d'interviewer pour l'édition du livre Tavernier. Il dit Tavernier, nous, nous, on est l'héritier de ces mobilisations de 48. Lui, il est garde-mémoire de ça. Je veux dire que, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, s'il existe un cinéma, parce que pas mal de cinémas en Europe ou dans le monde ont disparu sous le rouleau compresseur du libéralisme, il dit c'est parce qu'on s'est appuyé sur ces lois d'aide et sur ces mobilisations de l'après-guerre. À la fois une politique administrative faite par l'État et des mobilisations syndicales et populaires qui sont articulées dans l'après-guerre. on passe la deuxième partie, la grande lutte des mineurs, et puis on passera à la tunisienne aussi. Donc peut-être Tanguy un mot sur la grande lutte des mineurs, et puis après Pauline un mot sur... Avant la projection ? Oui. D'accord. Alors, toi, tu préfères après. Non, comme tu veux. Non, sur la grande lutte des mineurs, alors là, un mot serait dur parce que je pourrais être très bavard, mais je vais essayer d'être bref. C'est un magnifique document, c'est un film d'agit-prop, et là on est vraiment dans l'année 48, mais l'année 48 elle commence en janvier. Même si les matraques sont sorties en janvier pour chasser les manifestants, malgré tout, on n'est pas dans l'extrême violence qu'on va voir là, où à la fin de l'année, pour briser la grève, et là on est en pleine guerre froide, le gouvernement va quasiment tout se permettre parce qu'il va rappeler l'armée, la classe 47, ils vont tirer sur les mineurs, et il y aura non seulement des licenciés, des emprisonnés, mais des morts. Et ce document est à la fois unique parce qu'il permet assez fidèlement de montrer la violence de la répression, et aussi, chose encore plus rare, la violence de la riposte ouvrière. Souvent dans les films militants, on avait tendance à dire non, c'est des débordements. Et là, elle est revendiquée. Moi, c'est ce film-là aussi une histoire dans l'histoire du cinéma, mais j'en parlerai tout à l'heure. Pauline, peut-être après, non. Après, mais vous pourrez introduire peut-être le film sur la décolonisation, un mot pour contextualiser un peu. Alors, Terre tunisienne, c'est un film qui est méconnu, et pour cause, puisqu'il n'a pas été diffusé jusque dans les années 2000. Donc, on était très contents pour le livre DVD de pouvoir le faire un peu plus connaître et lui donner une diffusion. Ce film, c'est l'un des premiers exemples connus de ce qu'on peut qualifier de cinéma anticolonial, ou plutôt de cinéma anticolonialiste,
Alors, vous avez peut-être en tête, enfin, il y a un court-métrage militant qui est passé à la postérité, qui est Afrique 50, réalisé par René Vauthier, mais Terre tunisienne, qui date à peu près de la même époque, c'est-à-dire qui commence à être réalisé, enfin qui est tourné à la fin de l'année 1950 et qui est monté dans le courant de l'année 1951, est resté un peu à l'écart jusque dans les années 2000. Ce qui est, donc on est, comme je vous l'ai dit, on est évidemment heureux de le redécouvrir puisque c'est un témoignage militant un peu à part concernant les engagements de jeunes cinéastes contre la colonisation. Alors, bien sûr, c'est la colonisation, enfin, comme pour Tanguy, c'est un peu dur de résumer en quelques mots et de vous donner les idées clés. Bien sûr, l'après-guerre et les années 50, c'est une époque de décolonisation, de lutte contre le colonialisme. Et le cinéma en France est assez bridé de ce point de vue, puisqu'on est dans une époque où la censure est extrêmement forte et où, grosso modo, il est quasi impossible de vraiment évoquer la décolonisation et de prendre part pour la décolonisation dans le cinéma français destiné à l'exploitation dite commerciale, c'est-à-dire les salles de cinéma classiques. D'où la démarche de jeunes cinéastes militants, pour la plupart d'entre eux communistes ou proches du Parti communiste, qui décident de s'emparer de la caméra pour mettre en image un engagement contre la colonisation. C'est tout le projet de Terre tunisienne qui repose au départ sur un quatuor qui devient vite un trio de jeunes militants communistes. Deux d'entre eux, Jean-Jacques Sirkis et Raymond Vogel, sont de jeunes cinéastes, par ailleurs engagés au PCF. Et le troisième, Jean Bécouche, est lui aussi militant communiste, mais étudiant en médecine. Jean Bécouche est originaire de Tunisie, donc c'est lui qui a l'idée, qui aurait eu l'idée, d'après les entretiens qui ont été réalisés avec les deux des protagonistes de cette aventure. Jean Bécouche a eu l'idée de réaliser, d'initier un film pour dénoncer la situation coloniale en Tunisie. Donc, comme il avait de la famille, des contacts, il a organisé le tournage et la venue de ses deux amis, Jean-Jacques Sirkis et Raymond Vogel, pour tourner sur place en Tunisie. Vous allez le voir, le film est vraiment, comporte, il y a différentes entrées. C'est tout d'abord un film qui, d'un point de vue documentaire, est extrêmement fort puisqu'il permet de voir des images de la Tunisie qu'on ne connaît pas, notamment des images qui concernent le monde du travail et surtout la situation misérable dans laquelle se trouve à l'époque le peuple tunisien opprimé par le pouvoir colonial français. C'est par ailleurs évidemment un film à charge, un film très engagé, un film militant. Et il y a un dernier aspect du film dans cette filmographie communiste ou gravitant autour du PCF qui est intéressant, c'est que c'est un film qui relève plus de ce qu'on pourrait qualifier de l'autoproduction, puisque c'est un film qui a été réalisé à l'initiative de jeunes cinéastes communistes, donc qui s'inscrivent dans une démarche politique, mais qui ne sont pas mandatés au départ par le PCF pour faire le film. Ce qui leur a valu par la suite ce qui a été à la fois un atout et parfois un peu compliqué, notamment au moment de la diffusion du film. On en reparlera peut-être tout à l'heure. On va lancer l'extrait. Donc là, dans le dit mineur, oui. En entier 12 minutes et l'extrait de Terre tunisienne 3-4 minutes. On parle plus longtemps que les extraits. La mine, paysage dur et sombre où la poussière noire recouvre tout. La mine, décor de roman, prétexte à belles images, source inépuisable d'effets faciles. Mais la mine casse encore, surtout et avant tout les hommes.
Ces hommes descendent sous terre quand le soleil se lève et ne remontent à la surface qu'avec l'ombre. Ces hommes meurent jeunes parce qu'ils sont imprégnés de cette poussière de charbon qui de mois en mois pénètre dans les poumons. Ces hommes, ce sont les mineurs, à qui on a tout demandé et qui ont tout donné. Les grèves héroïques de 41 qui ont travers la guerre des nazis, les combats de 44 qui firent plus proche la victoire, et enfin l'extraordinaire période qui suivit la libération, la bataille du Charbon. Alors qu'en 1919, il avait fallu 5 années pour compenser la perte causée par la guerre, en 1945, moins de 2 années suffisent à combler leur retard. Les mineurs relèvent la France avec leurs piques, avec leurs bras, avec leur cœur. Et cette période d'enthousiasme et de courage, c'est celle que choisit Daniel Meguer pour traiter les mineurs de ruffians. C'est celle que choisit Schumann pour leur reprocher de travailler le dimanche. Quel respect brusquement pour les droits syndicaux. Ou bien ne serait-ce pas plutôt parce que le charbon américain offre ses avantages à tous ces apéristes. Encore une fois, il n'y a plus de sens politique dans la tête d'un mineur de fond que dans celle d'un politicien. Car, quoi qu'il puisse advenir de la production minière française, l'effort des mineurs est méconnu, bafoué, saboté par le gouvernement. Leurs délégués sont arbitrairement chassés. Par des décrets de brimade, le ministre Lacoste les exclut du contrôle des caisses de sécurité. La sécurité dans la mine, précaution indispensable, dont dépend l'existence de milliers d'hommes, est insuffisamment assurée. Courrières, petites roselles, liévins, des blessés affreusement mutilés, des corps écrasés, brûlés, martyrisés. Ce métier, le feriez-vous, messieurs les politiciens? Le feriez-vous pour ce salaire de misère? Le feriez-vous pour 14 300 francs par mois? Les mineurs sont écœurés par toutes ces ignominies. Les organisations syndicales décident un référendum. Les ouvriers chrétiens, les ouvriers FO et la CGT sont en plein accord. Les traîtres osent parler de mouvement politique alors qu'on ne demande qu'un minimum vital indispensable, alors qu'on exige de quoi vivre, de quoi manger tous les jours. Cette grève est juste, cette grève est unanime, elle est votée à 90% des voix. Cependant, la sécurité est assurée partout. Le mineur aime sa mine, il connaît ses responsabilités. Les coquilles sont entretenues avec soin, avec un soin qui montre la bonne volonté et la conscience de tous. La grève s'étend rapidement sur l'ensemble des bassins miniers. Les émissaires à vélo qui remplacent dans le Nord les classiques tambours de ville annoncent les réunions. Les délégués expliquent, commentent, analysent les faits. Tout se passe dans le calme. Et dans les rues, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux affirment leur droit à la vie, manifestent fraternellement leur enthousiasme pacifique. Dès le début de la grève, la solidarité de la France entière se manifeste avec force. Toutes les couches sociales apportent leur aide, sachant bien que les justes revendications des mineurs, ce sont les justes revendications de tous. Des paysans, comprenant combien le sort de l'ouvrier est lié au leur, envoient des livres de toutes sortes, car ils savent bien qu'aider les mineurs, c'est défendre leur propre cause. Les petits commerçants ferment leurs boutiques, marquent leur entière approbation. Et dans tout le pays, un magnifique élan soulève les honnêtes gens. Tous les gosses, les pauvres gosses des mineurs qui souffrent injustement, sont accueillis à bras ouverts, réclamés par le peuple de la France. Espérait laisser pourrir la grève, est obligé de constater que l'entraide et la solidarité de tous permettent aux mineurs de tenir. Voici pour des images fort rudes en fait. Hein. Et on est aussi à des fonctions du cinéma militant qui
souvent brandit des images de répression et de mort pour marquer les gens. Là, on est de ses premières fonctions. C'est-à-dire que les premières images qui vont circuler en Occident en France dans les années 20 sur la révolution soviétique, c'est pas les images de la révolution, c'est les images de la famine en Russie en fait. Aussi, pour montrer, distribuer par le Secours Rouge International, pour faire venir des fonds. Et là, on est aussi dans une image des fonctions de cinéma militant qui construit des images qui dénoncent et qui n'hésite pas à jouer avec des images, enfin à montrer, à brandir des images de misère, de répression, de mort, pour mieux marquer les spectateurs, qu'on espère être des militants ensuite. On peut faire un lien entre les deux films, un lien anticolonial, c'est que vous avez repéré que le dernier plan de La Grande Lutte des mineurs, cette foule de manifestants, il y a côte à côte un travailleur noir et une vieille femme blanche qui sont côte à côte, et avec un cri, enfin un discours unitaire, enfin appelant à la révolte. Et ce même plan servira avec un autre discours à la fin du film de René Vauthier, Afrique 50, exactement le même plan. On dira aux prolétaires du Nord, aux prolétaires des pays riches de s'associer aux luttes anticoloniales. Donc voilà, c'est un plan. Le cinéma militant aussi, il faudra faire une généalogie des plans qui circulent d'un film à l'autre. Et le film, La Grande Lutte des mineurs, ce plan final sera réutilisé par René Vauthier, comme il va circuler dans plusieurs autres films. En soi, c'est très intéressant de le repérer. Ces deux films-là ont été interdits. Je laisserai Pauline en parler plus Terre tunisienne. Et peut-être même que La Grande Lutte des mineurs a déclenché, c'est encore sujet à interprétation, mais un décret spécifique, parce qu'en décembre 48, le 6 décembre 48, il y a un décret établissant une censure préalable pour les films non commerciaux. Donc effectivement, les professionnels du cinéma voulaient lutter contre le cinéma amateur, mais aussi on est en pleine guerre froide et on a peur que ce type de film remarquablement efficace serve de moyen pour populariser la grève, puisque c'est de l'information prolétarienne et c'est de la contre-information. Et aussi là, dans une autre fonction, autre que la contre-information, il renoue avec la tradition des soupes communistes. Vous avez vu que ce film-là est fait aussi pour déclencher des dons en nature, des dons en argent. Il interpelle les spectateurs et dit donnez pour les mineurs. Donc on est vraiment dans la fonction de l'agite-propre qui dénonce, on est dans la contre-information, mais aussi il y a une fonction utile, pratique, c'est mobiliser les réseaux militants pour soutenir la grève, en mettant en scène aussi d'ailleurs la solidarité, puisqu'on voit les enfants accueillis par les mairies communistes de la région parisienne. Avec aussi, là je reviens plutôt au premier chapitre, avec l'art du montage, parce que ce film-là tient beaucoup à son montage, à son commentaire et à sa bande-son. Celles qui ont monté les films, c'est les sœurs Neury, c'est des très bonnes professionnelles du cinéma. Elles se font se croiser par le truchement du montage et des images. Donc les enfants qui seront accueillis par la banlieue parisienne, par les mairies de la banlieue parisienne, et les forces de l'ordre qui vont réprimer. En fait, il y a un changement d'axe parce qu'il ne pouvait pas être des deux côtés à la fois. Il y a des images clandestines prises dans une voiture, puisqu'il y a un travelling sur les forces de l'ordre, mais quand on voit les enfants sont prêts à sourire. En fait, ils disent au revoir à leurs parents, ils ne sont pas prêts, ils ne croisent pas les forces de l'ordre. Mais bon, ça c'est l'art du montage. Ils ont rajouté une bande-son, ils ont rajouté ce commentaire-là, et ces deux femmes qui étaient des femmes assez importantes dans les milieux du cinéma, mais on ne connaît pas tout, les sœurs Zank, qui sont des milieux d'Europe centrale, chassées par les pogroms, avaient été complètement ulcérées par ce qu'elles avaient vu comme image de violence aussi. Donc à chaud, ils avaient écrit le commentaire et monté le film. Et c'est un film de protestation aussi contre la contre-information. Et vous avez vu que là, on revient aussi à une forme quasiment tautologique du cinéma militant, puisqu'il filme des affiches aussi. Il filme des manifestations et des affiches pour dénoncer les actualités. Donc il y a vraiment une guerre des images qui se passe à ce moment-là. Et c'est un document, bon, je ne veux pas être trop bavard, mais qui est unique dans le fait que on voit la répression dont on avait perdu mémoire. On avait perdu pendant très longtemps la mémoire de cette lutte-là. Et deux, on voit la contre-offensive ouvrière, ce qui est aussi très rare comme ça, qu'on filme ce que je disais tout à l'heure, qu'on filme les boulons et tout ça. Alors là, on touche un grand problème du cinéma militant et plus largement du cinéma politique, qui est celui de sa diffusion.
Parce qu'à cette époque, il y a deux grandes questions qui se posent. Il y a d'abord celle de réussir à faire des films, c'est-à-dire de trouver des moyens pour la production des films, ce qui n'est pas évident puisqu'on est dans une époque où faire un film, c'est encore assez compliqué à tout point de vue. Et puis, une fois qu'on a réussi à faire le film, évidemment, il faut le montrer, puisque quand on se situe dans une perspective militante, comme l'a rappelé Tanguy, l'enjeu, c'est de persuader, de convaincre et de rallier à des causes, quelles qu'elles soient. Ça, c'est une question qu'on retrouve tout au long des années 50 concernant le corpus de films qui a été édité pour le livre DVD et qui se décline de différentes manières selon les films. On n'a pas tout à fait les mêmes itinéraires, mais peut-être que le point commun, c'est que sur le moment, la diffusion a été, et pour cause, assez restreinte. Concernant Terre tunisienne, dès l'origine, les initiateurs du film n'avaient même pas envisagé de faire circuler le film dans des réseaux de diffusion dits classiques et commerciaux, visant je pense dès le moment où ils ont commencé à réfléchir à ce film, tous les réseaux dits alternatifs qui existent à l'époque dans les années 50, puisque c'est une époque, vous le savez sans doute, d'essor et de rayonnement des ciné-clubs, dont certains sont très politiques. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout le réseau communiste ou proche du Parti communiste, avec la trame militante, les sections, les fédérations, qui peuvent servir de structure porteuse, si je puis dire, pour des projections, de même que tous les grands événements communistes, et aussi un certain nombre d'associations sympathisantes ou très proches du PCF qui, là aussi, peuvent organiser des projections de films. Donc, dans le cas de Terre tunisienne, je pense que au départ, les initiateurs du film envisageaient de passer par ces réseaux de diffusion alternative. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui est vraiment que l'on qualifierait aujourd'hui d'autoproduit, avec vraiment un système de débrouille pour réussir à tourner, bien sûr, clandestinement les images en Tunisie, et puis ensuite pour réussir à les monter. La post-production, c'est évidemment souvent le moment où ça coince un peu au niveau technique dans les années 50 et où on cherche à avoir recours à des instances, à des soutiens. En l'occurrence, pour Terre tunisienne, Jean-Jacques Sirkis et Raymond Vogel se tournent au moment de la post-production vers Procinex. Je crois qu'on l'a évoqué, mais on va en reparler tout à l'heure. Procinex, c'est au début des années 50 la société de production et de distribution qui existe dans l'orbite communiste et qui est donc une référence pour tous les militants qui cherchent à réaliser un film défendant, on va dire, des idées communistes, de même que c'est par cette société que transitent aussi les commandes de films plus directs émanant du PCF. Donc, au moment de la post-production de Terre tunisienne, on essaie de chercher un soutien auprès de Procinex, soutien qui est difficile à trouver pour diverses raisons. Et une fois, je vous passe les détails, je vous renvoie plutôt à l'article consacré à Terre tunisienne pour plus de détails sur l'histoire du film, pour en arriver au moment de la diffusion. Donc, après beaucoup d'efforts, Jean-Jacques Sirkis et Raymond Vogel parviennent à un film terminé. Pour être plus exact, c'est surtout Jean-Jacques Sirkis qui mène jusqu'au bout l'aventure du montage et de la post-production du film, Raymond Vogel se tournant vers d'autres projets et intégrant cette fameuse structure Procinex où il travaille dans la foulée de Terre tunisienne. Et il y a vraiment une divergence qui apparaît entre Jean-Jacques Sirkis et Raymond Vogel au moment où on se pose la question de la diffusion du film. C'est-à-dire que tout de suite, on est dans une idée de diffusion alternative, sauf que Jean-Jacques Sirkis, qui défend bec et ongle son film et qui veut le montrer au plus grand nombre, se rend compte qu'il y a une sorte de réticence face à lui, en particulier incarné par Procinex, et qu'on freine un peu à l'intérieur des cercles communistes cette diffusion. Alors évidemment, la question c'est pourquoi, et là on touche à un autre problème qu'on retrouve très fréquemment dans le
cinéma militant, en particulier à cette époque, c'est le décalage de temporalité entre le moment de production du film et le moment de sa diffusion. On n'est pas forcément exactement dans les mêmes questionnements, dans la même conjoncture. Et là, c'est particulièrement le cas en ce qui concerne la Tunisie, entre 1950, où commence le tournage du film, et 1952, où pourrait commencer sa diffusion. Donc on sent, au travers notamment d'une correspondance entre Jean-Jacques Cherkis et Raymond Vogel, qu'il y a un décalage, que le film ne répond plus forcément aux attentes ou à la manière dont on a envie d'envisager ou de poser la question de la décolonisation dans les cercles communistes. Et finalement, le film a une toute petite diffusion au début des années 50, une diffusion qui est circonscrite à la région de Marseille, où Jean-Jacques Cherkis se trouve à cette époque. Et très rapidement, il est un peu laissé de côté et on passe à autre chose, jusque dans les années 90, où finalement le film a été retrouvé dans les fonds de Ciné Archives. Oui. Je suis curieux parce que, en fait, en 52, c'est le moment où se déroulent des événements très graves en Tunisie. Et donc, on pourrait penser qu'il y a au contraire un contexte plutôt favorable en raison de l'écho qu'a la répression dans le Cap Bon et tout, il y a des centaines de morts, à la situation tunisienne. Donc je suis un peu étonné. Et en plus, au même moment, en tout cas jusqu'au printemps 52, le Parti communiste, pour des raisons multiples, est sur une ligne très, très anticolonialiste. C'est le moment où il se prononce clairement qu'il n'était pas et ne sera pas toujours sa position pour l'indépendance de l'Algérie. Il envisage même d'ailleurs l'autonomie de l'Alsace-Lorraine. Donc peut-être qu'il y a l'article de voilà, sur l'Algérie, sur l'évolution du PCF par rapport sur la question algérienne. Non, mais je sais pas, justement, de ce blocage en 52. Alors, quand on regarde le film en entier, peut-être qu'on a des hypothèses, des pistes d'explication, même si ça demanderait un peu plus de travail d'investigation. Ce qui est difficile, c'est qu'on a peu de témoins de l'époque qui peuvent nous expliquer un peu cette situation. Dans le film, on est dans une vision militante, mais ce qui est, une des entités qui est vraiment mise en avant, c'est l'Union générale des travailleurs tunisiens, qui n'est pas communiste. Qui est une autre, qui est quand même une entité qui se développe selon d'autres références que le Parti communiste français. Et le film valorise beaucoup en fait la lutte syndicale, l'action de l'Union générale des travailleurs tunisiens, ce qui peut-être, mais ce n'est qu'une... Je ne comprends pas parce que précisément en 52, un des dirigeants de l'UGTT est assassiné et il y a une forte expression de solidarité à l'égard de l'UGTT, de la part de la CGT, même si sur le reste, vous avez raison, les orientations ne sont pas les mêmes, il n'empêche, voilà, moi je ne l'explique pas. Quelques éléments, moi je ne suis pas du tout spécialiste du film et pas de la période en Tunisie en 52. Non, ces cinéastes et ces apprentis cinéastes qui viennent de l'IDEC, c'est aussi des cinéphiles. Alors dans la construction du film, on ne peut pas ne pas penser à propos de Nice. Donc la dimension, on met la bourgeoisie et les classes populaires en opposé. Donc quand on voit toute terre tunisienne, ça commence comme ça. Ce sont des cinéphiles. Ce sont aussi des sacrés militants. Alors ensuite, qu'ils soient en désaccord ou pas en désaccord avec le parti, c'est-à-dire que même s'ils bénéficient de réseaux militants,
Et c'est encore plus vrai pour Afrique 50 de Vautier, qu'on a eu tendance à rabattre sur une seule personne, à en faire un geste héroïque. Vautier le fait avec Vogel, qui est dans terre tunisienne, et bénéficie du Rassemblement démocratique africain, qui est extrêmement vivace, qui s'appuie sur les mouvements syndicaux en 49-50, qui est extrêmement réprimé. Et ces films-là, ils bénéficient mais vraiment de solidarité concrète au moment de la réalisation, pour accueillir les militants, pour cacher les pellicules, pour renvoyer les pellicules sur le continent et en France, parce que vous pensez bien que le cinéaste ne va pas se travailler avec ses pellicules parce qu'ils sont tout de suite saisis par la police. Donc il y a vraiment énormément de réseaux de solidarité. Petit clin d'œil aussi, et ça c'est la voie des affaires personnelles. Tu disais qu'il y avait un étudiant en médecine qui a participé à la réalisation du film. Là ça se voit, ça s'entend aussi avec cette vision quasiment sanitaire du pays. Donc il y a des histoires qui expliquent certaines singularités du film, et puis des fois Gégère, qui dirigeait le parti communiste à Procinex, qui avait sa propre personnalité, il pouvait baisser le doigt ou lever le doigt ou le baisser, on ne sait pas trop pourquoi. De même pour Carpita, il dit c'était des petits cinéastes avec parfois un relatif mépris pour les jeunes ou pour les provinciaux. On mettait de l'eau dessus, si la plante poussait pas, on la laissait crever. Avant de se perdre en conjoncture politique, il en faut, mais il y a aussi ce type de rapport d'individu et de rapport au pouvoir. Roger Martelly, qui a aussi écrit. Michel Justin a écrit. Oui. Je crois que je vois ce qui a pu provoquer la réticence, parce que c'est une réticence qui rappelle celle que les responsables communistes ont eue à l'égard du film de Carpita, justement. C'est un peu de même nature. Pourquoi ? Il y a quelque chose dans ce film qui est dans une tradition communiste. Moi, quand je vois ce film, je pense au film qui, en 1939, avait été tourné par des techniciens du cinéma au moment de la visite de Maurice Thorez en Algérie. Et ce qui est la caractéristique du cinéma communiste, c'est, à la différence évidemment d'une propagande officielle qui glorifie à tout moment les bienfaits de la colonisation, on montre l'envers de la colonisation. Là, il y a de la continuité. Mais je crois que ce qui provoque la réticence, c'est la chose suivante. C'est dans j'allais dire, la conception de la propagande communiste, la dénonciation des méfaits de la colonisation s'accompagne de la valorisation au positif du combat anticolonialiste. Avec la double dimension dans ce cas-là, c'est l'intervention évidemment de la population, mais de la population à la fois indigène, entre guillemets, et européenne. Et je pense que ce qui a pu entraîner une réticence, j'allais dire, des responsables communistes de cette période, c'est le fait que n'apparaît pas dans ce film ni justement la lutte qui est la lutte syndicale, ni la lutte politique pour rassembler à la fois les populations indigènes et les populations européennes. De même que Carpita, on lui reprochait de ne pas avoir suffisamment mis dans le film le rôle fondamental du parti. Il y a la lutte ouvrière, mais pas le rôle de l'organisation communiste. Et comme à l'époque, le film de propagande a toujours pour objectif de valoriser la lutte, bien entendu, mais aussi le rôle décisif des organisations et notamment du parti, je pense qu'on a considéré quelque part, enfin c'est une hypothèse, hein, que de ce point de vue, le message était un message déséquilibré. Il manquait quelque chose de message. Encore une fois, c'est le rapport avec Carpita qui m'amène à penser ça. C'est la même critique. Non, parce qu'en fait, non, mais je sais pas, on va peut-être avancer aussi parce qu'il y a non, et Michel, non, parce que enfin, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où dans le film Terre tunisienne, Pauline le disait, à la fin, ça finit assez classiquement comme dans Afrique 50, hein, avec un discours, on finit par des images de manif où se mêlent les coloniaux et les colonisés dans un élan commun ensemble pour l'indépendance et pour la lutte pour la paix. Donc là, on est dans un discours communiste assez classique, hein, qui valorise les manifestations finales, et Afrique 50 et comme Terre tunisienne ont un final très très communiste selon l'époque. Et puis pour Carpita, il y a à la fois ce que je disais par rapport à Gégère, on n'aime pas trop, c'est un peu amateur, et puis là c'est pas la même temporalité, c'est-à-dire que le film de Carpita, donc Le Rendez-vous des quais,
Bouquet, qui existe, que vous vendez peut-être en DVD, ou que vous avez vendu, voilà. Comme Afrique 50 est sorti par les Mutins de Pangée, il y a il est fait entre 53 et 55. Il sort après la guerre d'Indochine, donc la guerre d'Indochine a fini, il est un peu moins pertinent politiquement et pour la direction centrale du parti, et surtout c'est au moment où la politique va changer vis-à-vis de la guerre d'Algérie, comme ça, quoi. Donc on n'est pas en 50-52 mais en 53, 55, 56. Donc je pense que c'est ce qui explique en grande partie la réserve par rapport au rendez-vous des quais. Michel, tu veux rajouter? L'humanité de février 52, au moment où il y a les événements de Bon, est dans la ligne de ce film. Donc voilà. Bon. Alors après, il faudrait voir la chronologie précise. Alors, après, c'est une question. Y a-t-il une tentative de seconde vie de ce film par l'UGTT, par exemple, Je crois pas. qui est bien servi, en effet, dans le film. Eh ben, en fait, non. La diffusion du film, elle a tourné court. D'après les souvenirs des participants, selon Jean-Jacques Sirkis, une projection quasi unique aurait eu lieu dans la région de Marseille, avec intervention de la police. Non, à Marseille. Et en Tunisie, ni Jean-Jacques Sirkis, avec lequel j'avais eu un entretien, ni Jean Bécouche ne m'ont parlé de projection en Tunisie. Et Jean Bécouche n'a découvert le film que dans les années 2000, lorsqu'on l'avait projeté à l'époque au festival Bobine Sociale. Le cinéma militant est fait de ces non-diffusions aussi, ou ces diffusions très dures. Il n'y a pas de registre du CNC, et c'est des diffusions clandestines souvent, et interdites, avec possibilité d'intervention de la force de police qui saisit la copie. Donc à la fois on peut se battre pour un film pour qu'il existe, et peut-être que ces cinéastes qui vivaient à Paris n'ont pas les réseaux parallèles au réseau parallèle. Gauthier avait un réseau parallèle au réseau parallèle. Il avait un réseau breton en Bretagne il mélangeait les gens de la résistance, des jeunes chrétiens, des jeunes communistes, qui étaient les éclaireurs de France, qui pouvaient prendre en relais ce que le parti ne prendrait pas forcément en relais. Ce qui n'était effectivement pas le cas de Jean-Jacques Sirkis, qui lui comptait sur les réseaux communistes pour assurer la diffusion du film. Alors le film sur les mineurs a été censuré, interdit et pourchassé. Et en même temps, je me souviens, alors c'est que des témoignages, certains mineurs, en particulier des mineurs d'Albi, étaient très très attachés à ce film-là. Ils le gardaient dans le coffre-fort du syndicat. Ils le montraient, mais plutôt entre eux. Et il y a des aléas politiques aussi, dire que Jules Mock, ils l'ont honni, qu'on appelle Jules Moche, pour le faire rimer avec Bosch, et le mont honni, ministre socialiste, amant dans les années fin 50, il va être réticent au réarmement européen. Il est contre le 13 mai 58. Voilà. Et donc les communistes vont le laisser gagner aux législatives, vont enlever leur candidat face à lui. Là, ça va provoquer la haine, la stupeur, l'indignation de militants, mais des militants disciplinés qui vont soit partir, soit garder ça pour eux. Donc ça va contribuer peut-être à pas énormément diffuser ce film-là. Et puis il ressort en 78, il ressort un petit peu au moment de la rupture de l'Union de la gauche, où on dit, vous avez vu de quoi ils sont capables, les camarades socialistes. Donc voilà, il suit ces aléas-là, et maintenant il ressort beaucoup pour soit illustrer de manière assez sommaire la guerre froide, la violence ouvrière, ou surtout avec le procès des mineurs que vous connaissez peut-être, où les mineurs veulent réintégrer leurs droits, parce qu'on a cassé leurs droits constitutionnels au droit de grève. Non seulement ils ont perdu leur travail, mais ils ont perdu aussi leur domicile. Et des luttes juridiques opiniâtres ont en partie abouti, et on redécouvre la grève de 48 en fonction de ce combat juridique. Michel ? Un autre aspect sur le fait, outre les interdictions, c'est difficile de célébrer une défaite. Au moment où le film passe, la défaite n'est pas consommée. Enfin, au moment où le monte, elle n'est pas consommée, puisqu'on appelle encore au soutien et tout. Et on annonce même un peu la proximité d'un grand soir. Or, c'est une défaite, et c'est une défaite très dure. Et ce que tu disais, ça va peser. Il n'y aura plus de grève générale de mineurs en France jusqu'en 63, pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, ça va peser sur les consciences. Il y aura des conflits, il y aura des choses locales, mais il n'y aura plus de mouvement général. Et par ailleurs, passe à autre chose. Et c'est difficile de gérer une défaite, et je crois que une des raisons aussi pour lesquelles ce film n'a pas été, il est en décalage avec le ressenti
Moi, je pense que c'est tout à fait pertinent. Il y aura un film qui sera fait en 63 pour la grève des mineurs, là, beaucoup moins bon, avec une musique domestiquée de Jean Vienner au piano, qui représente l'international. Là, c'est une demi-victoire, on peut dire. Ou c'était une c'est perçu comme victoire. Mais le film est remarquablement, enfin, est beaucoup moins efficace. Celui-ci, vous avez vu ce côté, il remplit complètement sa fonction d'agite-propre, quoi. Oui, après on passera au dernier extrait. Sur cette question d'abord sur la violence, il faut savoir qu'on est d'abord dans une phase qui a commencé en 1938 et qui va aller jusqu'au milieu des années 50 où les manifestations sont d'une violence extrême. Il n'y a pas de manifestation sans blessés et sans morts. Ça va se calmer un peu après 55, après notamment les grèves de Saint-Nazaire. On est dans la guerre froide. Donc c'est un moment 48 qui est un moment de raidissement extraordinaire à l'échelle de la société tout entière. Ce n'est pas simplement le monde communiste et les manifestations ouvrières. Troisièmement, on n'est pas loin de la guerre. Les communistes sortent de la résistance et j'allais dire, il y a des gens qui ont aussi la technique du combat. Comme on remarque dans le film, les policiers ne sont pas très à l'aise. On les voit même à plusieurs reprises reculer. Ensuite, dernier truc, dans la grève des mineurs, il y a à la fois une violence qui est assumée par tous, mais il y a des nuances à l'intérieur même, j'allais dire, du monde communiste et du monde syndical. Certains sont sur une ligne beaucoup plus radicale à l'occasion de la grève des mineurs. Je pense à la tradition Lecoeur, à Rachard et d'autres, qui contredit un petit peu une logique qui est plutôt celle du groupe dirigeant thorésien, qui est il faut de la combativité, mais en même temps, ce qui importe, c'est le rassemblement. Et donc, d'une certaine manière, il ne faut pas en rajouter. Je pense que c'est ça qui contribue au fait que par la suite, on a un peu atténué, j'allais dire, ce côté extrêmement, au fond, belliciste, magnifique, hein, qui apparaît dans ce documentaire. C'est sur la violence aussi, mais en fait, c'est marrant, je ne sais pas si je suis la seule dans la salle à avoir ce ressenti-là, mais je n'ai pas du tout ressenti le film comme présentant ou justifiant la violence des mineurs, mais au contraire comme mettant en scène la non-violence. Déjà, ils insistent sur ils sont pacifiques, il faut attention à ce que ça pète pas dans la mine, donc il y a beaucoup ça, c'est très insisté. Et ensuite, moi, comme j'ai reçu le passage où on voit les boulons, les ceci, les cela, c'est un petit peu comme quand on parlerait de l'enfant palestinien avec son caillou face à un tank. Je l'ai pris plus comme regardez comme ces gens sont désarmés, et finalement comme ils sont victimes d'une violence totale. Et comme face à cette violence, en gros, ça n'explose pas tant que ça, quoi. Je l'ai vraiment plus vu comme ça. Sauf que les flics reculent, mais les flics n'ont pas les mêmes carapaces, les mêmes ceci, les mêmes cela, etc. Puis s'ils viennent ils en ont déjà tué 2, ils vont peut-être pas... Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais le film ne rappelle pas la violence extrême qu'il y a pu y avoir à Saint-Étienne, par exemple, dans les grèves de 47-48, où c'est pas avec des pierres, mais c'est des chefs de maquis qui ont la direction des manifestants. Ils prennent une automitrailleuse à l'assaut et ils l'emmènent à la mairie. Et ils arrivent à désarmer. Alors, je n'ai pas le détail. Il y a assez peu de travaux qui ont été faits sur ces questions-là par Xavier Vignat, Marion Fontaine dans la revue 20e siècle, et d'autres probablement. Mais ils arrivent à désarmer sans CRS. Et j'imagine que pour désarmer sans CRS, ils leur prennent leurs fusils, alors que ça va être très difficile pour les dirigeants syndicaux de les faire rendre. Il faut avoir du matériel autre que des tracts et des pierres, quoi. Est-ce que Monfred peut donner encore la parole avant le dernier examen ? Je ne pensais pas que ça viendrait sur le sujet. Donc, je suis le neveu de Théo Vial-Massa. Théo Vial-Massa était dirigeant du camp Vaudely, qui est le plus grand maquis dans la Haute-Loire. C'est lui qui, en 1944, libère, après des combats à Estivareil, qui libère Saint-Étienne. Il devient commandant de la place d'armes à Saint-Étienne. C'est lui qui aura les fonctions de juge à l'époque avec la collaboration, etc. Il a fallu nettoyer rapidement et remettre en place une... Donc c'est un héros, quoi. Et en 1948, les chars, ils ne les ont pas attaqués. Mon oncle s'est présenté devant les chars à M. Vial-Massa, M. Vial, parce que c'est Jules Mock qui le qualifie de son nom de guerre, qui était Massa, et qui, dans la déclaration, dans le discours de Jules Mock en 1948, il cite mon oncle en lui accolant son nom Vial, qui est mon nom, et Massa, Vial-Massa, Théo Vial-Massa, ancien commandant de maquis qui arme etc. Il a suffi que mon oncle se présente pour que
les gens qui étaient respectueux de l'ordre et qui avaient la mémoire de ce que mon oncle avait fait et qui avaient combattu aussi sous ses ordres pour libérer Saint-Étienne. Voilà, donc il n'y a pas eu du tout de violence. Et ils ont investi la préfecture. Et le lendemain, c'est mon oncle qui m'a raconté ça. Et tout est écrit, tout est très documenté, tout ça. Et il y a même des photos et un petit film sur le sujet. Ah non, il suffit de se montrer, voilà, avec son... Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. En réalité, ils s'emparent de voitures blindées et dès qu'ils les ont, ils ne savent plus quoi en faire. Parce qu'il n'y a pas précisément une tactique ou une stratégie de prise de pouvoir ou d'organisation de passage à la lutte armée. Bon. Et même chose dans le Nord, où à un moment, ils mettent les mineurs en grève mettent une mitrailleuse sur le haut d'un terril. Et aussitôt, les délégués syndicaux leur dire, bon, quand on fait tout ça, c'est fini. Donc, il y a ce qu'il faut revenir, c'est la violence, mais qui est une violence ouvrière, de refus, quand le basculement s'opère à partir de 47-48, avec les efforts qui ont été accomplis. Il faut se représenter l'immense déception et la colère que cela produit. Et dans un mouvement, ce sont des mouvements de masse. La grève des mineurs, elle est au départ en tout cas très largement suivie. Et compte tenu de la tension, effectivement, il y a des endroits où ça pète. Mais elle n'est pas... elle n'est pas pensée. Ça me paraît important de le dire. Donc vous avez vu la richesse du DVD et l'intérêt de projeter des images. Ça développe, et je pressens que et la librairie Potemkin va accueillir un débat de 3-4 heures sur la grève de 48. Je pense que ça serait bien. Et le film aussi, parce que le film, là, j'ai écrit un article rapidement, et il mérite, on en met de faire l'exégèse beaucoup plus finement comme ça. Et ce que ça a apporté dans l'histoire du cinéma avec ce décret de censure qui est appliqué à ces films-là, ce que ça dit sur la violence, ce que ça dit pas aussi, ce que ça dit sur la grève de 48, dont on commence enfin à trouver des historiens, mais c'est assez récent que cette grève chaude de la guerre froide suscite de l'intérêt. Elle a été vraiment quand même mise sous le boisseau. Michel disait c'est vrai que c'est une grève perdue, donc il faut quasiment faire un travail de deuil, mais il y a autre chose qui explique ce silence par rapport à cette grève-là, aux grèves de 47-48. Là, on va finir par un extrait de manière plus douce pour montrer l'extrême richesse de ces DVD et de la production de l'époque. C'est... Alors d'abord, il y a un petit extrait des Américains en Amérique. Ah oui, c'est pas plus doux, c'est plus rigolo. Ça, c'est les Américains en Amérique. Tiens, bah vas-y Marion, parle un peu. Là, c'est juste par rapport à... Enfin, sans rouvrir tout le débat sur Terre tunisienne, hein, mais simplement pour un bon contrepoint aussi sur ce même sujet dans le DVD, c'est l'autre film qu'on a mis sur la question anticoloniale qui s'appelle D'autres sont seuls au monde et qui, là, est presque l'exemple parfait d'un film sur la question coloniale, mais vraiment produite par le PC. Là, on est vraiment en terrain connu, on ne sort pas de la ligne. Et donc, plutôt que de faire un brûlot polémique dont on ne sait pas trop comment s'en sortir, au contraire, là, c'est un film qui exalte la valeur le héros positif qui est Henri Martin, qui est le militant communiste exemplaire emprisonné pour son opposition à la guerre d'Indochine. Et là, on sent le PC bien plus à l'aise aussi, parce qu'il est avec une position plus affirmée, plus nette et plus stable sur l'Indochine. Et aussi, et là ça rejoint un petit peu ce qui avait été dit tout à l'heure, ça exalte donc le héros Henri Martin d'un côté et aussi toute la mobilisation partisane organisée par le PC, par le mouvement de la paix, par toutes les organisations de masse du PC. Et donc, voilà, c'était simplement pour vous montrer un contrepoint exact sur cette même thématique. Il y a ce que peuvent faire les amateurs d'un côté dans leur coin et ce que fait le PC. Un point aussi là, sur l'affaire Henri Martin, donc ce marin qui a été condamné à plusieurs années de prison pour un pseudo-sabotage contre la guerre d'Indochine, alors qu'il était à Toulon. En fait, c'était plus facile, le PC a ramassé, la CGT ont ramassé beaucoup de coups en 50, 52, avec des interdictions professionnelles, des licenciements, des emprisonnements, de construire une campagne autour d'un seul homme,
qui s'avèrent intègres, de mobiliser des réseaux intellectuels, artistiques comme Picasso, mais tout le monde s'est mobilisé pour exiger sa libération. On pouvait déplacer le combat politique à moindre frais. Parce que par exemple, les dockers, les mineurs avaient été affaiblis et parfois leurs syndicats décapités. Donc c'était aussi une autre manière de faire une campagne complètement maîtrisée ce coup-ci. Là, les Américains en Amérique, on est en pleine guerre froide. Mon ami Pierre. C'est pour le dernier qu'on quitte la guerre froide. Pour le dernier film, on va quitter la guerre froide. Pour nous préparer à recevoir les bombes qu'ils fabriquent, ils veulent nous habituer à la brutalité, au crime, à la mort. Ils veulent corrompre même nos gosses. Leurs journaux pour enfants exaltent le gangstérisme, le racisme. Voilà la civilisation américaine. La civilisation de revolver. En France, on aime le bon vin. Et on sait l'apprécier. Tu peux le capot là. Allez mon bonhomme, cassez votre câble tailleur. En Amérique. En Amérique. En fait, le VRP, c'est un militant communiste. Il était proche de Jim. Pierre Talon, capitaine, 30 ans. Franche Talon, le second, 25 ans. Marcel Baudéret, le mécanicien, 32 ans. Jost Larastel, le matelot, 23 ans. Yann Lougen, matelot, 23 ans. Lily Souron, matelot, 22 ans. Roger Jassuenne et Henri Kerzalé, le matelot, 21 ans et 20 ans. Guillaume Camus, le mousse, 19 ans. Regarde bien cette jeune fille, si fraîche, comme elle court vite. Douce image gardée au chaud, dans ton cœur. Tous les marins du monde le savent bien. Quitter le port, s'arracher à la terre est pour les navires de tout tonnage un des moments les plus délicats, les plus difficiles de la navigation. Pendant 20 jours sans terre, pendant 20 jours sans maison, 20 jours sans femme. Pendant les 20 jours, des bras cassés de travail, des reins brisés d'effort, des nuques raidies de fatigue. Toute une farandole d'images pareilles va hanter la solitude de votre travail à neuf entre l'océan et le ciel. Mon ami Pierre est capitaine sur le chalutier tireur. 20 jours sur mer, 2 jours sur terre, 20 jours la mer, 2 jours ma vie. Et l'année passe et c'est la vie. Route de pêche, derniers instants de calme, de douceur, paisible bricolage.
métier, gars. Le chemin de l'usine change à chaque fois. Et il faut des jours et des jours pour arriver à l'atelier. C'est la voix de Yves Montand. Et donc là, on va peut-être dire quelques mots sur les deux films que vous avez vus. Ben, le premier, l'extrait, là, c'est le pur produit de Guerre froide, hein, qui est assez explicite, donc il n'y a pas grand-chose peut-être à rajouter, si ce n'est que la France a pas mal résisté pendant longtemps à la pénétration du Coca-Cola. Mais il y a à la fois le Parti communiste qui refusait, mais c'était repris aussi par des articles du Monde à l'époque où on était des pays de l'Europe de l'Ouest à moins boire de Coca-Cola. Après, ça a changé, mais voilà, il y a une espèce de résistance culturelle et politique à ce symbole de l'impérialisme américain. Pour revenir, donc c'était des films Terre tunisienne, La Grande Lutte des mineurs et bien sûr Les Américains en Amérique, c'est des films militants et interdits. Et parallèlement à ça, tu pourrais mieux en parler que moi, il y avait Procinex, la maison de production, qui faisait des films de qualité, de travail, là avec un message prolétarien, communisant, implicite en fait, et qui pouvait aussi échapper à la censure et bénéficier de l'aide au court-métrage et récolter quelques prix. C'est le cas de celui-ci qui est très bien fait, qui aura un prix à Venise. Voilà. Alors on voit le discours communiste malgré tout, c'est à la fois donc bon. Quand on travaille un peu, c'est le chalutier s'appelle le Franc-Tireur. Il avait été lancé en grande campagne par Ouest Matin, qui était le journal du Parti communiste dans l'Ouest, en Bretagne. D'ailleurs, les lecteurs de Ouest Matin pouvaient être excommuniés par l'évêché, donc il y avait vraiment un combat assez important. Donc ils avaient lancé en fanfare, grande pompe, et sur ce bateau-là, on faisait part égale. Non seulement le patron pêcheur touchait la même part que les marins, ce qui était exceptionnel quand même. Et c'est un chalutier bigoudin, mais là on est dans le pays Concarneau, qui n'est pas le pays bigoudin. Enfin, excusez-moi pour et il y a eu des problèmes. Et ce chalutier n'a pas trop marché parce qu'il y avait un tirant d'eau trop grand. Mais voilà, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais il était fait, ce chalutier à la fois était un acte de communication et de militantisme. Et s'il y avait un film sur ce chalutier-là, c'est pas un hasard. Et puis surtout, au-delà d'entrer dans ces micro-détails, c'est comment Chabrol, l'écrivain cévenol, qui a fait le discours, qui a écrit le texte, et on voit qu'il compare toujours la situation du marin, c'est pour ça que tu as choisi très bien cet extrait, à l'ouvrier, quoi. Ce qui est à l'ouvrier d'usine, en fait. Et il faut à tout prix faire un parallèle. Et voilà. Alors, en complément de mon ami Pierre, on peut citer le film Ma Jeannette et mes copains, qui est écrit par le même Jean-Pierre Chabrol, qui à l'époque, je pense, est journaliste à l'Humanité, et qui documente la vie des mineurs cévenols, et qui s'inscrit tout à fait dans la même démarche que mon ami Pierre. Les deux films sont produits par Procinex. Procinex, on l'a dit, qui à l'époque est dirigé par Claude Gégère, qui est vraiment la figure centrale de Procinex. Claude Gégère, c'est à la fois un militant, mais c'est aussi quelqu'un qui, au fur et à mesure du temps, devient un professionnel du cinéma. Donc il cherche au travers de sa société de production, à allier à la fois le militantisme et aussi, si je puis dire, sa qualité de gérant d'une société de production avec la recherche de nouvelles voies de production. Et c'est un peu ce qu'incarne, à mon avis, et mon ami Pierre et Ma Jeannette et mes copains, c'est-à-dire qu'on reste dans du film à contenu social, où on va documenter le monde du travail, où on va essayer de montrer une autre facette du monde du travail qu'on ne trouve pas forcément dans le cinéma de cette époque, mais vous l'avez senti au travers de l'extrait, on va être dans un autre ton et dans quelque chose qui est moins explicitement militant et politique, si je puis dire, donc qui peut espérer une diffusion, puisqu'on en revient toujours à cette question de la diffusion, un peu plus large, notamment dans les circuits d'exploitation dits classiques, c'est-à-dire les salles de cinéma. Donc il y a un peu cette ambition-là autour de ces deux films, ambition qui vise donc qui permet de résoudre certains enjeux de diffusion, mais aussi de production, puisque avec des films au contenu moins militant, Claude Gégère peut espérer finalement rassembler plus d'argent pour la production des films et se tourner vers des guichets de financement tels que le CNC ou d'autres instances. De mots, c'est des films d'une grande qualité formelle et qui s'appuient sur les techniciens excellents du cinéma français qu'on a vu apparaître